Est-ce que vous tenez le coup déjà? Première chose. Oui, oui. Alors c'est à la fois hyper enrichissant et je suis très fière d'être là devant vous et je remercie le parti évidemment d'avoir invité le PAC et nous tous de l'Action commune pour prendre la parole. Je voudrais être sûre que madame ne veut pas boire un coup. Ça va? Voilà, alors ce que je vais peut-être vous dire aujourd'hui, d'autres l'ont dit avant moi, et donc finalement je pense que mon discours sera une forme de synthèse intéressante avant que Paul réponde à toutes ces questions qu'on lui a posées. Chers amis, chers camarades, en 2019, vous aviez déjà invité le PAC à un congrès du parti et vous nous aviez demandé de venir expliquer toutes nos réflexions sur l'écosocialisme. Je me rappelle, j'avais alors exposé comment depuis plus de 10 ans, nous avions travaillé avec nos militants pour démontrer l'importance d'accès à enjeux environnementaux et enjeux sociaux. Il y a 3 ans, vous aviez une tête un peu particulière à la fin de mon discours parce que c'est vrai que je vous avais relayé un constat un peu effrayant. Celui de l'effondrement de nos écosystèmes, celui du réchauffement accéléré de la température terrestre, celui de la 6e extinction massive des espèces, et surtout, je vous avais expliqué comment tous ces phénomènes allaient impacter nos vies demain. Alors, bon, du coup, quand j'ai dû préparer le discours aujourd'hui, je me suis un peu demandé ce que j'allais vous dire, parce que j'ai l'impression que la réalité a quand même largement dépassé la fiction. En effet, en 2020, une zoonose dont l'origine, je le rappelle, n'est autre que la prédation de l'humain sur son environnement, a fait 6,5 millions de morts. Cette zoonose, elle a démontré les conséquences catastrophiques du capitalisme sur nos sociétés. La saturation du système hospitalier, notre incapacité, ici en Europe, à produire les moyens de nous protéger ou de nous soigner, et enfin, évidemment, l'explosion des inégalités sociales. En 2021, la Wallonie a connu des inondations meurtrières. 39 citoyens et citoyennes sont morts. Des quartiers entiers ont été dévastés et aujourd'hui, certains citoyens s'apprêtent à passer un 2e hiver hors de chez eux ou dans des maisons complètement humides. En 2022, et d'autres l'ont dit avant moi, la guerre s'invite en Europe. L'Ukraine est attaquée, envahie par la Russie. Et du jour au lendemain, des gens comme vous, des gens comme moi, ont dû prendre des armes, se battre ou quitter tout en laissant derrière eux une partie de leur famille, leur maison, leur vie, leur travail. Les conséquences de cette guerre nous frappent aujourd'hui de plein fouet. Mais cette guerre, c'est aussi la démonstration de notre dangereuse dépendance à l'énergie d'un dictateur russe. Cette guerre nous montre aussi ce qu'il se passe quand l'État arrête de réguler un secteur aussi stratégique que l'énergie. On ne pouvait pas dire qu'on n'avait pas prévenu. En 2022 encore, nous avons connu un été caniculaire, le plus chaud jamais enregistré en Europe. Vous l'avez vu à la télé, d'un côté des milliers d'incendies en Europe, on n'en a jamais autant enregistré, et de l'autre, ces images inquiétantes des rivières asséchées. Ironie du sort, pendant que nous suffoquons, le Pakistan se noie. Et donc, vous le savez, cet été, il y a eu des inondations parmi les plus graves jamais connues au Pakistan. Il faut se rendre compte que ça représente 9 fois le territoire de la Belgique. Ce sont des millions de personnes qui sont déplacées. Et aujourd'hui, les autorités pakistanaises le disent, il faudra 10 à 15 ans pour trouver des solutions à ce qui vient de se passer. Pour autant, camarades, comme l'a souligné Jean-Pascal Laby, nous aurions tort de penser qu'en fait, il s'agit d'une succession de crises et que, finalement, on va revenir à comme avant. Il n'en est évidemment rien. Ce que nous vivons, aujourd'hui, c'est un basculement de civilisation. L'avant n'existera plus. La seule question que nous devrions nous poser aujourd'hui, camarades, c'est qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour prendre un virage à gauche et quitter cette route qui nous mène certainement vers la catastrophe climatique, sociale et démocratique? Évidemment, il faut se le dire, pour certains et certaines, ce ne sera pas confortable. D'autant plus que le virage va être forcément impopulaire. Et quand on est un parti politique, on n'aime pas être impopulaire. Mais comme socialistes, camarades, nous ne pouvons plus ignorer 2 choses. D'une part, dans notre modèle de consommation, quand c'est pas cher, c'est que quelqu'un paye le prix quelque part. Un travailleur ou une travailleuse exploitée, la planète, et malheureusement trop souvent les deux. D'autre part, camarades, dans ce modèle de société capitaliste,
Il y a ceux qui, parce qu'ils ont les moyens économiques, continuent à jouir de toutes les libertés. Liberté de se déplacer, liberté de consommer, liberté de prendre des jets privés pour aller taper dans une balle. Ils continueront à s'offrir tout cela. Et Jean-Pascal l'a dit, ils le font en nous narguant. Et puis en face, il y a les gens avec qui travaille le PAC tous les jours. Ces gens qui aujourd'hui, dans nos pays, ne parviennent pas à joindre de leurs droits fondamentaux, comme se loger décemment, manger à sa faim ou accéder à la culture. Ces deux choses, nous ne pouvons pas les ignorer. Et elles doivent nous imposer de changer de cap. Alors vous le savez, je ne vais pas représenter le PAC longuement, mais donc nous travaillons tous les jours avec les citoyens et les citoyennes pour débattre, pour penser, pour essayer de construire ensemble une société plus juste, plus solidaire, dans laquelle chacun et chacune peut s'émanciper d'une part, mais aussi jouir de ses droits fondamentaux. Je dois vous dire aujourd'hui que la réalité sociale à laquelle nous sommes confrontés, à laquelle tous les animateurs de PAC sont confrontés tous les jours, nous rend vraiment très inquiets, parce que ce que nous constatons, c'est une fracture sociale qui s'amplifie dangereusement. La crise économique, l'augmentation des prix, frappe de plein fouet les citoyens. Certains d'entre eux, avec 1 ou 2 salaires, peinaient quand même à finir les mois. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec des factures d'énergie entre 500 et 600 €. C'est presque le prix de leur loyer. Comment vont-ils faire? D'autre part, et c'est aussi un public important pour le PAC, nous sommes beaucoup plus inquiets pour les citoyens à faible revenu, pour les familles monoparentales et pour tous les allocataires sociaux. Pour tous ceux pour qui la fin du mois, en fait, c'est le 10. Pour tous ceux pour qui ce n'est pas une question de réduire le chauffage, c'est va-t-on rallumer le chauffage cet hiver? Tous ceux qui vivent dans des passoires énergétiques, qui n'ont pas les moyens et qui ne les auront peut-être jamais pour rénover ou isoler leur logement. Que va-t-on faire pour ces ménages? Alors, on ne s'est pas concerté, mais on a les bonnes idées à gauche, donc nous pensons que 3 mesures concrètes doivent vraiment maintenant être mises sur la table et urgemment. D'une part, camarades, il faut financer la sécurité sociale pour les missions que nous comptons lui donner. Il faut arrêter avec cette logique des réductions d'allocations sociales. C'est plus possible. Il faut aussi arrêter avec les réductions de cotisations sociales et les avantages en nature défiscalisés. Toutes ces mesures viennent appauvrir la sécurité sociale. C'est un définancement organisé de notre Sécu. Une vraie justice fiscale, camarades, c'est quand tout le monde contribue à la hauteur de ses moyens. Deuxièmement, il faut supprimer le statut de cohabitant. D'autres l'ont dit, il appauvrit drastiquement les citoyens bénéficiaires d'allocations sociales. Et je rajouterai en plus que Thierry un constat. Nous l'avons levé temporairement lors des inondations, lors de la crise Covid et même lors de l'accueil des Ukrainiens pour les personnes qui accueillaient des personnes en refuge. Donc nous pouvons le lever temporairement. D'autre part, je soulignerai aussi qu'il a été levé définitivement pour les personnes qui perçoivent une allocation de handicap. Il faut poursuivre ce travail. Il faut enterrer cette mesure qui est injuste, qui est patriarcale et qui est particulièrement stigmatisante. Enfin, j'aimerais attirer votre attention sur un phénomène grandissant et inquiétant, le non-recours aux droits. À travers les écrivains publics qui sont organisés et financés par PAC depuis plus de 20 ans, nous constatons que beaucoup de citoyens n'acquièrent pas les droits auxquels ils auraient droit. Alors, soit parce que c'est trop compliqué, parce qu'ils ne bénéficient pas des informations, et parce qu'il faut le reconnaître, nous manquons parfois de proactivité pour leur donner ces informations. Toujours est-il que 30 à 40% de certaines allocations ne sont pas activées. C'est simple. Il faut rendre le plus possible les droits sociaux automatiques. Et il faut se montrer particulièrement proactif pour aller rechercher tous ceux et celles qui, aujourd'hui, traversent une crise majeure et n'ont pas les aides auxquelles ils auraient droit. Refinancement de la Sécu, individualisation des droits sociaux, automatisation des droits, voilà 3 vrais combats de gauche qui sont à notre portée. Avec ces 3 mesures, les revendications de la droite, mais aussi de la gauche, de la création d'une allocation universelle devient tout simplement obsolète. Aujourd'hui, camarades, la lutte sociale, c'est aussi la lutte écologique. J'en ai parlé au début de mon discours, les deux sont intrinsèquement liés. Parce que la question,
n'est pas de savoir si nous allons connaître d'autres canicules en été, si nous allons connaître d'autres inondations meurtrières. La question, c'est de savoir qu'est-ce que nous allons faire pour protéger les populations les plus exposées, qui sont aussi celles qui sont les plus précarisées. La question n'est pas de savoir si nous connaîtrons d'autres zoonoses qui déboucheront sur des pandémies. Mais osons-nous demander ce que nous avons réellement appris de celles que nous venons de traverser? Et sommes-nous prêts pour la prochaine qui surviendra? Enfin, la question n'est pas de savoir si nos enfants ou nos petits-enfants vivront mieux. Je pense qu'il est certain qu'ils vont faire face à tous ces dérèglements et bien d'autres. Par contre, nous avons le devoir moral de changer. Nous devons changer radicalement et profondément de cap de société. Nous devons le faire pour eux et dès maintenant. Comme pour les droits sociaux jadis, nous, socialistes, nous devons montrer une voie ambitieuse, solidaire, portée par un État régulateur, par des corps intermédiaires forts et par des services publics solides. Nous devons engager cette voie dès demain. Aujourd'hui, la plupart des mesures écologiques adoptent deux principes. C'est simple. Soit vous êtes punis, parce que vous n'avez pas les moyens d'entamer cette transition écologique, votre voiture pollue trop, vous êtes venu aujourd'hui au Congrès, vous allez recevoir une amende. Soit on incite et on permet à ceux qui ont les moyens d'entamer cette transition à leur rythme. Et donc, si vous avez les moyens, vous pouvez, par exemple, installer à moindre coût, grâce à l'État, une borne de rechargement pour votre Tesla. Ces mesures, elles n'ont rien de socialiste. On récompense ceux qui ont les moyens et on punit les citoyens les plus précarisés. Ces mêmes citoyens précarisés qui non seulement sont ceux qui polluent le moins, mais qui sont aussi ceux qui ont le moins de moyens pour entamer cette transition. Ensemble, camarades, nous devons porter et défendre un autre modèle de société, à la croisée des enjeux socio-écologiques. Une société éco-socialiste, qui n'abandonne pas les classes moyennes, qui n'abandonne pas les personnes les plus précaires, et surtout qui ne fait pas peser sur eux le coût de la transformation sociale. Construire une société éco-socialiste, c'est rompre radicalement avec la logique capitaliste. Même quand elle s'appelle Alibaba, même quand elle agite la promesse de l'emploi et des débouchés économiques. Construire une société éco-socialiste, c'est mettre en place une réelle réduction collective du temps de travail. C'est travailler moins pour vivre mieux tous et toutes. Construire une société éco-socialiste, c'est être féministe et intersectionnel. C'est lutter sans relâche contre les systèmes de domination, classistes, racistes et évidemment sexistes. C'est partager le pouvoir avec tous ceux et celles qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas assez. Construire une société éco-socialiste, c'est financer des transports en commun collectifs, en ville évidemment, mais aussi à la campagne, où il faut reconnaître, la plupart des gens n'ont pas d'alternative pour laisser leur voiture au garage. C'est arrêter de financer des voitures salaires qui coûtent entre 2 et 4 milliards par an à la Sécu et à l'État, qui polluent l'air que nous respirons ou qui sont construites avec des minerais tachés de sang. Enfin, construire une société éco-socialiste, c'est étendre par exemple les missions de la sécurité sociale pour y intégrer demain l'accès à une alimentation saine, produite localement et financièrement accessible pour tous. Camarades, il ne s'agit pas de maquiller de vert nos discours et revendications. Notre couleur, c'est le rouge, ça le restera. Mais justice sociale et justice environnementale, ce sont les deux pôles d'une même planète, la nôtre. Nous ne devons rien inventer, nous devons revenir à nos fondamentaux. La sécurité sociale forte qui intègre de nouveaux risques, l'indexation automatique des salaires, la concertation sociale, l'action associative, le modèle mutualiste et bien sûr, des services publics déployés, accessibles, ouverts, qui reçoivent les citoyens qui en ont besoin. Nous, socialistes, avons pu créer le modèle de gestion des risques sociaux le plus performant qu'il existe. Et donc nous pouvons faire le même avec le climat. Il faut juste retenir que nous devons le faire avec nos valeurs et nos engagements historiques. La solidarité, l'égalité et l'adelphité. Pour terminer, camarades, je voudrais vous parler des sans-papiers. Je voudrais vous parler des citoyens sans-papiers en Belgique. Pour terminer, camarades, je voudrais vous parler d'Aïcha. Aïcha est une Iranienne de 20 ans que notre pays a expulsée hier matin vers l'Iran.
Aïcha avait fui la violence de sa famille, la violence de son État, et Aïcha espérait trouver refuge chez nous. Nous l'avons renvoyée en Iran. Et je suis particulièrement heureuse qu'une dame, dont je n'ai pas le nom malheureusement, mais que je remercie de m'avoir fait discrètement passer ce papier. Je suis particulièrement heureuse qu'elle m'ait tendu ce papier, puisque j'avais de toute façon prévu d'en parler. Et donc pour vous demander, tant qu'à être féministe, de vous rappeler qu'il y a des femmes dans le monde qui continuent à être enfermées et qui meurent en prison sous prétexte qu'elles ne portent pas bien le voile, ou en tout cas qu'elles essayent de jouir de leurs droits fondamentaux. Et donc, que fait-on quand notre pays renvoie une femme de 20 ans dans un pays dans lequel on meurt en prison pour ce genre de choses? J'ai déjà beaucoup interpellé certains d'entre vous sur la question, Paul notamment, Anne évidemment, et j'ai toujours eu une oreille attentive. Mais force est de constater que l'action politique, elle reste discrète, voire secrète. Pourtant, la situation des milliers de sans-papiers est indigne de notre démocratie et de notre État social. Elle est indigne de notre parti. Combien de temps, camarades, allons-nous ignorer que la migration sera demain l'enjeu humain fondamental que nous devrons affronter? Combien de temps allons laisser, nous, notre tête dans le trou comme nous faisons aujourd'hui? Seul un parti de gauche, antiraciste et humaniste, peut envisager une politique migratoire ambitieuse. C'est notre responsabilité. Parce que, camarades, la société interculturelle, c'est une richesse. C'est une richesse, n'en déplaise à certains, qui ne se sentent plus chez eux quand ils se promènent dans nos rues. Et notre discours face au racisme ambiant ne doit jamais faiblir. Ni silencieux, ni complaisant, le socialisme, camarades, par essence, est internationaliste. Ne l'oublions jamais. Il convient de faire de ces 4 mesures des urgences absolues. Il faut démanteler les centres fermés. On ne peut pas enfermer des gens parce qu'ils n'ont pas de papier. Il faut permettre aux citoyens sans papier de travailler légalement. Et je sais que nos ministres y travaillent activement. Il faut aller négocier au plus tôt une régularisation collective des sans-papiers. On ne peut pas éternellement mettre ce point au programme et ne pas bouger. Enfin, et à mon tour de m'adresser à Paul, il faut peser dans le débat européen. Il faut opérer un tournant majeur de la politique migratoire. Je n'accepterai jamais qu'on laisse des hommes, des femmes et des enfants se noyer dans la Méditerranée. Je refuse de m'y habituer. Je terminerai en soulignant que la question des migrants, c'est un enjeu stratégique pour notre démocratie. Parce qu'en face, stigmatisation des migrants, chasse aux personnes d'origine étrangère, nous savons très bien que c'est l'ADN de l'extrême droite. Et l'extrême droite, elle ne fait pas que gagner des sièges. Elle est en train de prendre le pouvoir en Europe, en Hongrie, en Pologne, en Italie, en Suède. Cette montée de l'extrême droite, camarades, c'est le résultat d'une pollution de nos cœurs et de nos esprits. Pour autant, être socialiste, c'est être antifasciste. Et être antifasciste, c'est être solidaire, sans condition, sans compromis. Qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, qu'on ait des papiers ou pas. Je vous remercie, camarades.